Bienvenue à cette émission spéciale d'Anivor, Affaires d'Anivor. Tout État qui ne met pas tout en œuvre pour que tôt ou tard la justice fasse la lumière sur des affaires criminelles, surtout lorsque dans ces crimes, il est invoqué l'implication des serviteurs de l'État au niveau le plus élevé. Un tel État ne rassure guère ni ses citoyens, ni ses partenaires. On flirte simplement avec la faillite morale. Bienvenue à cette émission que la télévision nationale du Bénin organise de concert avec Canal 3 en direct pour essayer de comprendre cette affaire, de permettre aux citoyens d'exprimer leurs attentes légitimes par rapport à ce procès, essayer de prendre la mesure des enjeux, tous les enjeux. Parlant d'enjeux, d'entrée, un préalable très important lié aux enjeux judiciaires. Nous nous interdirons tout au long de cette émission tout commentaire tendant à influencer le cours du procès, car l'exigence de neutralité est de mise par rapport au respect de la sérénité du procès, aux droits des différentes parties impliquées. Puisque vous, chers citoyens, êtes conviés à vous exprimer en direct via le numéro 01 69 59 31 72 en direct, aucune attaque personnelle, aucune condamnation, ni jugement de valeur ne seront admis, car jusqu'au bout de toute décision ultime du procès, eh bien, la présomption d'innocence reste un droit sacré en justice. Merci à Éric Guédénon. L'émotion m'étreint la gorge, tant ce procès est grave. 15 ans déjà. Oui, merci à Éric Guédénon de Canal 3, mon co-animateur sur ce plateau, de venir m'accompagner dans cet exercice en direct. Éric. Merci aussi à vous, Osias Sonouvou, et merci à toutes ces personnes qui nous regardent en ce moment. Il faut le préciser encore que pour que cela soit clair, ce plateau voulu entre Bénin Télévision et Canal 3 Télévision ne remplace pas le tribunal. Ce n'est donc pas un exercice de jugement des faits ou des présumés, bien entendu, accusés qui sera fait tout au long de cette émission. Ce n'est pas non plus dans l'objectif d'influencer le travail des juges. Loin de nous, cette idée. Avec nos invités, nous voulons analyser, décrypter les enjeux de ce procès à la fois douloureux, complexe, mais surtout, et c'est le plus important, vous donner la parole justement pour exprimer, bien entendu, vos attentes de ce procès et vos attentes justement. Le standard sera ouvert d'un moment à l'autre. On rappelle le numéro, le 01 69 59 31 72. Vous pouvez aussi réagir sur les canaux digitaux des deux chaînes de télévision. Alors, nos invités pour cet exercice, je commence par M. Eidos Soglo. Vous êtes ex-contrôleur général de police. Merci d'être avec nous dans cette émission. À côté de vous, Mme Olga Anasidé, avocate. Merci aussi d'être là. Et puis, à côté de moi, j'ai M. Didas Torsou. Vous êtes sociologue, puisque nous allons interroger certains faits de notre environnement sociétal. À côté de vous, Mme Louise Minantor, chers collègues, chroniqueuse judiciaire. Et puis, au milieu de l'émission, nous aurons aussi Stanislas Linkman, chroniqueur du web. Merci. Allez, on commence, avant de rentrer dans le vif du sujet, avec Madame l'avocate, experte des questions de droit. Alors, qu'est-ce qui fonde la réouverture d'un tel procès en 2025? Et pourquoi pas plus tôt, ou peut-être après? Merci, Monsieur Guédénon. Éric Guédénon. Absolument. Merci, Monsieur Osias Sonouvou. Merci à tous ceux qui sont sur le plateau avec moi. Alors, de temps en temps, je vais faire quelques clarifications pour que nous soyons d'accord sur les terminologies que j'utilise. Je m'en doutais. Alors, vous avez parlé de réouverture. L'expression me met quelque peu mal à l'aise. En fait, en droit, en procédure pénale notamment, lorsque des faits de nature criminelle, infractionnelle plus généralement, se commettent, ça va mettre en route, en branle, tout le mécanisme. Ça va commencer par l'enquête de police, selon que les faits sont complexes ou graves. Le procureur, qui est le directeur de l'enquête, les enquêteurs de police vont lui rendre compte. Il va orienter le dossier devant un juge d'instruction. Et lorsque le juge d'instruction aura fini son travail,
il va renvoyer, selon les conclusions auxquelles il sera parvenu, il va renvoyer les personnes devant une formation de jugement. Lorsque vous parlez de réouverture... Alors, quand vous parlez de formation de jugement, clarification oblige, puisqu'on parle à des profanes, ils sont des milliers, c'est une cour composée de, ça de peut magistrats. être un tribunal statuant en matière criminelle, ça peut être un tribunal statuant en matière correctionnelle. Le procureur peut décider également de renvoyer les personnes qui sont mises en cause devant un tribunal statuant en matière de flagrant délit. C'est ça, en fonction de la nature de l'affaire. Et de la gravité de l'affaire. Alors, en règle générale, lorsque un procès ou un dossier atterrit devant le juge d'instruction, qui, il faut le savoir, est la phase d'enquête approfondie. Parce que j'ai commencé par dire la procédure démarre par l'enquête de police. Exactement. Les policiers vont faire les premières constatations, vont faire les premières investigations, vont réunir les premiers éléments de preuve et vont présenter toute la procédure au procureur. Et s'ils ont gardé à vue des personnes, c'est-à-dire des personnes qu'un ensemble, qu'un faisceau d'éléments permettent de dire, indiquent comme étant les auteurs ou les complices ou des suspects tout simplement, et que la police est arrivée à prendre des mesures de garde à vue contre ces personnes-là, il va les présenter devant le procureur. Si le procureur estime que les faits sont complexes, que la police n'a pas eu suffisamment de temps pour faire les investigations de façon approfondie, le procureur va envoyer le dossier devant un juge d'instruction qui va poursuivre l'enquête, approfondir l'enquête, élargir également les angles pour rechercher le maximum d'éléments pour pouvoir constituer éventuellement un chef d'accusation ou d'inculpation. Pour mettre le dossier en état de recevoir un jugement, on dit. Déjà. Donc, c'est le juge d'instruction qui va poursuivre. Alors, quand le juge d'instruction entre en scène, il peut finir par rendre une décision de non-lieu, une décision de renvoi devant une formation de jugement. Et c'est lorsque, généralement et très souvent, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu qu'il peut y avoir non-lieu pour insuffisance de charge. C'est-à-dire que l'ensemble des éléments, malgré toutes les investigations, l'ensemble des éléments ne lui ont pas permis de conclure que les personnes qui lui ont été envoyées, les personnes autour desquelles les investigations ont été faites, que ces personnes-là, on n'a pas réuni suffisamment d'éléments. Donc pour les impliquer et puis les renvoyer devant un juge de jugement. Donc il va rendre une ordonnance de non-lieu pour insuffisance de charge. Et c'est quand, souvent, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu pour insuffisance de charge, le dossier est rabattu, pas fermé. On peut le réouvrir lorsqu'on a des charges nouvelles. D'accord. En cas de non-lieu, quand le dossier est réouvert... Pour insuffisance de charge. Pour insuffisance de charge. S'il y a des éléments nouveaux, en ce moment-là, on peut parler de réouverture du dossier. Le juge d'instruction, je l'ai dit tantôt, peut renvoyer les personnes devant un juge de jugement. Un jugement de formation, c'est ça? Oui, une formation de jugement. D'accord. Une formation de jugement, c'est ça. En règle générale, ça peut se solder par un acquittement, si nous sommes devant une formation criminelle, ou une condamnation. Souvent, et c'est très rare, quand il y a une décision qui a sanctionné, on ne pense pas revenir sur le dossier, parce qu'on considère que les faits, donc on ne parlera pas de réouverture. Alors, vous voyez bien que le dossier qui nous occupe, on n'a pas conclu par un non-lieu pour insuffisance de charge. Il n'est pas encore intervenu une décision, parce que dans une hypothèse extraordinaire, on peut considérer qu'un dossier dans lequel peut-être tous les accusés ont été acquittés, bon, s'il y a des éléments nouveaux, on peut revisiter. Parce que quand on regarde souvent les enquêtes impossibles de Paul Bellemare, on va voir que pendant longtemps, on a cherché, on a investigué, on a fouillé, la science a évolué, on a de nouvelles méthodes d'investigation et on va faire appel à tout ça pour voir si les éléments collectés au départ, qu'on n'a pas réussi à faire parler suffisamment, permettent de faire avancer la chose. Donc généralement, quand un dossier
soldé par une décision, les hypothèses de réouverture sont quand même assez rares. Mais dans ce cas Dans ce cas, quel mot conviendrait? Dans ce cas, c'est qu'il y a eu plusieurs sessions, Oui, 2 ou par le 3 au passé. moins par le passé, Oui. et les juges de jugement ne sont jamais parvenus à rendre une décision. Il y avait toujours un obstacle, une raison qui faisait que les juges soient contraints de renvoyer le dossier pour complément d'enquête, de renvoyer le dossier parce qu'il y a un élément sur lequel on ne s'accorde pas, qui paraît déterminant pour aller vers la solution. Et qui nécessite des investigations plus complémentaires. approfondies et complémentaires Voilà. pour avoir toute la lumière possible. Voilà. Donc, le dossier est passé à plusieurs sessions, mais on ne parlera pas rigoureusement de réouverture de dossier. Donc Le c'était dossier juste a fait- suspendu. Voilà. L'audience, on suspend, on renvoie à une nouvelle session en attendant que les actes complémentaires attendus ou nécessaires soient accomplis pour permettre toujours de mettre le dossier en état de recevoir un jugement. Mais on ne va pas vous lâcher sur la question. Pourquoi l'opportunité de ce timing en 2025, là, pour la relance, si vous pouvez me permettre cette expression, de ce procès? Oui, alors, si je remonte dans nos souvenirs, la dernière session à laquelle le dossier a été renvoyé, le dossier, les juges ont dû ajourner le moment de rendre une décision parce qu'on avait une difficulté. Nous parlons dans ce dossier de Pierre-Hubin Danivo. Au dossier, on n'avait pas des éléments tangibles pour permettre de dire qu'on a retrouvé, on a identifié, on sait où est Pierre-Hubin Danivo, qu'est-ce qui lui est advenu. Nous savons tous qu'il y a des restes qui ont été exhumés à Womé. Mais est-ce que ce sont les restes de Pierre-Hubin Danivo? Effectivement. On n'avait pas d'acte de décès au dossier pour dire que, effectivement, il est décédé, on a retrouvé son corps, on peut affirmer qu'il est décédé. Et donc, on s'était retrouvé dans une situation où il y avait des restes. Sont les restes de Danivo? Est-ce que ce sont les restes d'une autre personne? On n'avait pas répondu de façon franche à cette question. La certitude n'était pas établie. N'était pas établi. Soit dit au passage, des experts sont intervenus. Mais il y avait quand même quelques soucis. Donc, la précédente session a renvoyé le dossier pour une contre-expertise parce qu'il y avait débat autour des conclusions des experts qui semblaient dire... Des tout premiers. Des tout premiers. Donc, il y a eu un renvoi pour une nouvelle session, le temps que le juge fasse de nouvelles vérifications et nous dise, en comparant les restes avec le profil d'ADN des membres de la lignée et de la famille d'Anivo, et nous dise à quelle conclusion ils aboutissent cette fois-ci. Alors, si ma mémoire est bonne, la dernière session est de 2016. C'est vrai qu'il fallait trouver déjà un laboratoire pour faire le travail et qui nous rassure suffisamment pour faire le travail. Mais c'est pas ce qui manque sur la planète. C'est pas ce qui manque, c'est certain. Mais il y a eu l'épisode de la Covid avec l'arrêt quasi total de tout ce que ça a pu entraîner. Donc il y a eu ce battement-là. Et puis après, les juges ont poursuivi les recherches, quel laboratoire était prêt. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est à ce niveau-là que les faits ont pris du temps. Donc c'est tout dernièrement, en 2024, qu'un laboratoire a été désigné, a fait les travaux, a rendu ses conclusions pour que la question qui posait débat et qui avait contraint les juges à la dernière session à faire le renvoi, que cette question au moins soit levée, les investigations soient faites et puis que le dossier revienne devant le juge. Donc c'est la question de l'authentification des restes qui ont été trouvés à Romain qui se posait, qui a obligé à renvoyer le procès et donc à sa relance aujourd'hui en 2025. Le procès a donc démarré.
je crois depuis le 11, c'est ça. Cher Héloïse Winator, vous y étiez, vous y êtes collé, vous avez suivi les instances de ce procès, vous êtes la chroniqueuse judiciaire de la télévision nationale sur cette affaire et bien d'autres. On va suivre le résumé que vous en avez fait des 3 jours déjà. La cour! L'audience est ouverte. Accusés, quels sont vos noms, prénoms, date et lieu de naissance? Urbain Pierre Daïvo, un cadre du ministère des Finances, a mystérieusement disparu dans la nuit du 17 au 18 août 2010. Sa voiture, une Audi 80 de couleur blanche, avait été retrouvée abandonnée. Des jours plus tard, l'enquête policière permettra d'interpeller Kodjo Alofa et Donatien Amoussou, soupçonnés d'être impliqués dans cette disparition. Voilà les faits qui ont conduit à la barre les 2 co-accusés et qui suscitent des interrogations depuis une quinzaine d'années. Lors de sa déposition, Kodjo Alofa raconte comment il aurait été approché en prison par un officier du nom de Prince Aledi qui lui aurait demandé d'endosser la responsabilité du meurtre de Daïvo. Une somme de 25 millions de francs CFA lui aurait été également promis avec la garantie d'une protection s'il acceptait. Donatien Amoussou, lui, accusé de complicité, explique comment il s'est retrouvé impliqué dans cette sombre affaire. Il affirme avoir été convoqué par le colonel Séverin Koumasegbo, alors chef de la sécurité du président. Ce dernier lui aurait demandé d'amener le téléphone portable de Daïvo à Radio Océan FM. Une fois sur place, il avait pour mission d'y déclarer avoir retrouvé l'appareil contre la coquette somme de 500 000 francs CFA. Pour la bonne compréhension du dossier, une flopée de témoins a défilé à la barre. Il s'agit notamment du commissaire Aledi qui déclare que Alofa aurait passé plus de 10 appels avec Daïvo entre le 12 et le 17 août 2010. Faux, rétorque Alofa qui clame son innocence. Je cite, « Aledi m'a demandé d'affirmer l'assassinat de Daïvo. Il m'a torturé et m'a dit qu'il peut attacher une pierre à mon cou et me jeter dans la mer. » Fin de citation. Pour faire toute la lumière sur cette affaire qui ébranle déjà trop longtemps l'opinion publique, le frère du co-accusé Donatien Amoussou sera autorisé à donner par visioconférence depuis la Côte d'Ivoire sa version des faits sur les conditions de l'arrestation de son jeune frère. Tchédi Tchiakbe, alias Dada Gbezé, sera désigné par Alofa comme le commanditaire de l'assassinat de Daïvo, alors même qu'il avoue ne pas connaître la victime. L'homme qui se présente comme le roi de Ouida et chef suprême de Tron, totalement en larmes, déclare ensuite avoir fait 5 ans en prison pour une affaire qui lui est totalement étrangère et même que son véhicule aurait été déclaré comme par miracle appartenant à Daïvo. Alofa, appelé à la barre, avoue avoir menti sur son compte. Tout aurait été monté de toutes pièces pour faire croire à son implication, a-t-il laissé entendre. Et quand vient le tour de l'ancien ministre Lani Bernard Davo de déposer, il confie à la cour avoir été appelé par un militaire de la garde rapproché de Boniaï. Celui-ci le sommant d'aller remettre à un détenu du nom de Donatien Amoussou une somme de 100 000 francs CFA. Il se serait exécuté en lui remettant plutôt une enveloppe de 50 000 francs CFA. Cette version est contestée par l'intéressé qui affirme avoir à 2 reprises reçu des mains de Lani Bernard Davo les sommes de 150 000 francs et 200 000 francs CFA. Il ajoute en sus bénéficier de sa part d'un abonnement mensuel de Canal+ en prison. Appelé aussi à la barre, l'ancien chef de la sécurité rapproché du chef de l'État dit avoir reçu des mains de l'ancien président Boniaï la somme de 1 million de francs CFA. Interrogé sur les raisons de ce geste, il affirme l'ignorer. Par ailleurs, les noms de Julien Pierre Akpaki, ancien directeur général de l'ORTB, et d'autres personnes ont été abondamment cités. Il existe encore beaucoup de zones d'ombre que la Cour a décidé d'élucider. Le président a ainsi décidé de proroger le délai de l'audience aussi longtemps que possible pour que, enfin, toute la lumière soit faite et justice soit rendue. L'audience est suspendue pour être reprise le mercredi prochain.
Voilà, donc l'audience va reprendre mercredi prochain, nous sommes dimanche, parce que justement il y a de nouveaux éléments qui sont sortis, de nouvelles personnes appelées à intervenir comme témoins, à faire des dépositions là-bas comme témoins, toujours pour apporter la lumière, toute la lumière possible. Entre-temps, on a perdu aussi des personnes durant le temps. Avant la relance de ce procès, des personnes sont décédées, sinon au moins une. On en parlera après des incidences sur justement le temps de la justice, sur l'impact et éventuellement sur les tentatives de manifestation de la vérité. Chérik, donc l'affaire est pendante et en attendant, on ne peut pas s'empêcher en tant que média de nous en saisir, mais il y a sans doute des limites à ne pas franchir. Absolument, oui. C'est la question que j'allais poser à Mme Héloïse Winantor. Dans un tel exercice de compte rendu, c'est vrai que les citoyens ont besoin d'être informés dans un tel dossier. Il y a forcément des limites à ne pas franchir. C'est une question pertinente vu l'engouement qu'a suscité ce procès. Certains médias faisaient même du direct depuis le prétoire. Le mardi, mercredi et puis jeudi. Voilà. Oui, voilà, exactement. Mais jusqu'où peuvent aller les médias dans ce procès, mais jusqu'à la limite où leur couverture ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux des parties et où l'équité du procès est garantie. Voilà. Vous savez, les médias jouent un grand rôle, un rôle crucial dans la couverture des affaires judiciaires, ici même au Bénin. Mais leur liberté d'expression est encadrée par des limites légales et éthiques pour protéger les droits des personnes impliquées et l'intégrité des procédures. La maître, oui, elle l'a dit tout à l'heure, la liberté de la presse permet aux médias d'informer le public sur des affaires judiciaires. Mais attention, il y a des interdictions principales. Par exemple, le secret de l'instruction. Les enquêtes préliminaires ou les instructions judiciaires sont couvertes par le secret. Les médias ne peuvent pas divulguer des informations confidentielles obtenues illégalement. Il y a la présomption d'innocence. Vous l'avez souligné tout à l'heure aussi. Les médias ne doivent pas présenter une personne comme coupable avant un jugement définitif. Le droit à la vie privée. La publication de détails intimes ou non, ou non pertinents dans l'affaire peut être sanctionné. Je parle bien évidemment sous le contrôle de... voilà. Les médias n'ont pas le droit de critiquer ouvertement un juge ou un tribunal d'une manière diffamatoire. C'est interdit. Publier des accusations non vérifiées ou fausses contre une personne peut entraîner des poursuites en diffamation. L'atteinte à la dignité des victimes, par exemple, exploiter médiatiquement la souffrance des victimes ou de leurs proches peut être condamné. Exemple, le droit à l'image et le respect des victimes. Dans ces cas, le journaliste ou le média en infraction s'expose à des poursuites. Mieux, dans cette affaire, dans des affaires pénales à fort retentissement comme celle-ci, affaire Dainvo, la couverture médiatique sensationnaliste peut conduire à une erreur judiciaire. Heureusement, attention, nos magistrats ont la tête sur leurs épaules et force restera à la loi. Et d'ailleurs, le président de la Cour l'a dit dans ma chute, vous avez entendu, il a dit qu'il va proroger le délai aussi longtemps que possible pour élucider, pour mettre de la vérité et que force doit rester à la loi. En conclusion, les médias peuvent rester neutres et doivent rester neutres, présenter les faits sans prendre parti, vérifier les sources, éviter les rumeurs non confirmées et enfin éviter ce qu'on appelle le trial by media, c'est-à-dire ne pas transformer l'opinion publique en tribunal parallèle. Cependant, cher maître, nous voilà bien avertis. De toute façon, je l'avais indiqué, j'ai fixé le préalable, des limites à ne pas dépasser, des condamnations ad nominem, des jugements comme procureur. Cher Eric, mais pour autant, on sait, et ma collègue Héloïse Winantor l'a rappelé, l'importance et le rôle des médias, pour informer, d'accord, parce que ce sont des affaires publiques extrêmement graves, mais également les médias, il est arrivé que dans certaines affaires, les médias aient aidé même la justice et la police à avancer dans des enquêtes, à aller retrouver des traces de témoins ou d'objets de preuves qui ont permis de faire évoluer des enquêtes. Alors, les médias doivent rester dans leur rôle d'informateurs, ne chercher qu'à informer.
Quant à aider la police et aider le juge, les orienter donc sur la piste de X ou de Y, je reste plutôt réservée. Parce que pour moi, médias et justice, surtout justice pénale, ne font pas bon ménage. Ne font pas bon ménage parce que oui, les médias, nous sommes dans le temps de l'urgence, donc il y a parfois de la fièvre, de la fébrilité dans le traitement, la livraison des infos. On veut être les premiers, voilà, à livrer telle information. Lorsque, par exemple, un suspect est en cavale et plus que suspect, sur qui pèse vraiment de très gros lourds soupçons, justement, et qui est en cavale, cela montre déjà, en fait, quel pourrait être éventuellement son rôle dans une affaire donnée. Lorsque il finit par être pisté par les médias. Cher contrôleur général de la police, c'est tout bénéf pour les policiers. Tout à fait. Alors je crois qu'il est important de relever que les médias peuvent concourir dans des limites, dans des proportions bien déterminées. Alors lorsqu'une enquête est bien faite, et que, après avoir consulté le procureur de la République, qui est le directeur de l'enquête, tel que l'a dit tantôt madame, la communication, si elle est précise, si elle ne porte pas atteinte aux droits des parties, et je crois qu'elle est la bienvenue. Seulement, nous sommes dans un dossier un peu spécial. Oui, criminel. Dossier criminel, et vous avez suivi, comme il y a tellement eu de pression, je suis tenté, moi, de me dire, est-ce que tout ce qui doit être fait lors de la phase de l'enquête l'a été? Vous avez des doutes? Je n'ai pas de doute. Mais je me pose cette question justement parce que lorsque une infraction est commise, l'officier de police judiciaire recherche les preuves, les réunit, fait les constats, fait les auditions et en rencontre au procureur de la République devant qui défère les personnes éventuellement contre qui il y a des charges. S'agissant de ce dossier, il y a des questions qui restent. Il y a de grosses questions qui se posent, et notamment pourquoi l'enquête, depuis plusieurs années, a piétiné. On va essayer, avec à la lumière de vos expériences, interroger éventuellement les couacs et les bizarreries, pour rester soft, qui ont perlé éventuellement la procédure à l'enquête préliminaire, aux enquêtes préliminaires. Mais pour autant, c'est vrai qu'il est très important pour la sérénité d'une enquête judiciaire que les médias fassent beaucoup attention pour aussi justement ne pas brouiller, amener de potentiels fauteurs de troubles ou mises en cause à brouiller les pistes et éventuellement échapper à la justice. Pour cette affaire d'Invor, on peut quand même se permettre, pour tout procès criminel, de relater les faits, n'est-ce pas? Les faits et s'en tenir essentiellement aux faits. Parlant des faits, revenons au procès d'Invor qui a repris, qui a été relancé depuis le 11 dernier. Héloïse Unator, vous avez suivi les audiences, suivi les débats, les dépositions. On reviendra sur des contradictions qui sont intervenues, de nouveaux éléments qui sont intervenus. Voilà. Mais ce qui est important aussi, ce qui est intéressant dans la chronique, c'est que ceux du public, des citoyens qui n'ont pas pu participer, ont surtout envie de savoir l'atmosphère qui a régné au cours du procès. Comment vous l'avez senti? Eh bien, l'atmosphère était particulièrement pesante. Maître était dans la salle. L'émotion, la tristesse. Quand vous entendez des témoignages, par exemple, le cas du nommé Tchakpe, alias Dadak Bezi, qui a déclaré à la cour qu'il a fait 5 ans en prison dans une affaire qui lui est totalement étrangère. Et on doit rappeler que le sieur Tchakpe a été désigné coupable par le principal accusé Alofa, qui après est revenu sur ces accusations en considérant qu'il a été manipulé, amené à désigner cet innocent comme coupable, et il en a payé 5 ans de sa vie. 5 ans de sa vie. Il a perdu 5 ans de sa vie. Mais c'était des larmes. C'était des larmes. Il ne faisait que pleurer. C'était le roi de Ida.
Et lorsque Alofa est appelé à la barre, Alofa a corroboré son récit. Il a dit ceci, je cite. Il a fini par donner raison. Oui, il a dit, à l'innocence. on m'a instruit, on m'a dit de dire que Tiakbe Dada, alias Dada Gbezé, on m'a dit de dire de le désigner comme commanditaire. Commanditaire, carrément. Comme commanditaire. De dire que c'est lui qui a apporté la potion qui a servi Qui aurait servi à tuer Daïvo. Lorsque vous entendez ça, c'est réaction humaine. C'était... C'est accablant. C'est accablant. Déchirant. L'autre témoignage, la contre-expertise du médecin légiste qui est intervenu par visioconférence, qui dit que les restes du corps retrouvés au domicile de Alofa étaient bel et bien ceux de Daïvo. 99,99%. À 99,99%. C'est un moment crucial, cher maître, parce que par le passé, quand on remonte plus loin, il y a eu beaucoup de polémiques justement sur l'authenticité justement de ce corps. Voilà, on doutait, y compris même dans les rangs des parents. Ce n'est même pas un expert béninois. C'est pas un expert béninois. N'est-ce pas, maître? Et aujourd'hui, voilà, la contre-expertise établit que c'est le corps de Daïvo. C'est bel et bien le corps de Daïvo retrouvé. Donc, exit les commentaires qui laissent croire que Daïvo a disparu. Jusqu'à tout récemment, beaucoup se demandaient encore si Daïvo était vraiment là, si c'est son corps qui a été retrouvé. Mais voilà, on est fixé, c'est le corps de Daïvo qu'on a retrouvé. Eric, on va prendre l'avis de maître sur la question, puisque par le passé, c'était le point d'achoppement où on avait très peu d'éléments. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'étape du processus, on peut confirmer cela à la lumière du rapport des experts? Alors, est-ce que c'est le corps de Pierre-Hubin Daïvo? Vous me permettrez de ne pas être péremptoire. En plus, encore. Même malgré les 99,99%. J'ai quand même mis cette réserve. Quelque chose a été exhumé à Womé. Quelque chose a été retrouvé à Procy. Procy, vous parlez de la morgue. La morgue Procy. Des restes, des tissus mous ont été retrouvés dans un bocal. Des restes osseux également ont été retrouvés. Les tissus mous n'ont pas été prélevés directement par l'expert sur les restes osseux. Dans les conclusions auxquelles l'expert est parvenu et dont on a débattu à l'audience publiquement, à 99,99%, les tissus mous présentent un profil génétique, un ADN, proche ou identique de ceux de la lignée Daïvo. Par contre, en ce qui concerne les tissus osseux, et vous l'avez relevé, les débats ont été assez houleux sur la question, l'expert a relevé que l'ADN autosomal aurait révélé un profil génétique d'une personne pouvant être Pierre-Hubin Daïvo, mais n'a pas relevé de chromosome Y. Il a fait 3 extractions de la carotte de l'os, je ne me rappelle plus si c'est le fémur. C'est ça, mais d'une partie du squelette. Du squelette. Il a fait 3 extractions. Aucune d'elles n'a permis de dire de façon tranchée qu'on a identifié le chromosome Y, qui reste quand même le patrimoine génétique qui se transmet de père en fils, de fils en petit-fils, dans une même lignée. Donc, est-ce que les tissus mous ont été prélevés sur les restes osseux? Est-ce que ce sont 2 entités différentes, les tissus mous nous ayant formellement orientés vers et les tissus osseux restant encore un peu mystérieux,
c'est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit. Mais, puisque le président l'a annoncé, il va poursuivre et il va faire toutes les investigations, va faire toutes les vérifications qui seront nécessaires pour lever tout équivoque sur chaque petit coin. Je reste très optimiste sur le fait que les experts de la matière ADN et machin, qui vont revenir et qui vont repasser, vont nous repréciser les choses. Et si notre doute n'est plus fondé parce que, à partir du moment où l'ADN autosomal révèle un profil génétique d'une personne qui pourrait être Pierre Hubert Dahinvon, si ça correspond à dire ces restes osseux sont bien ceux de Pierre Hubert Dahinvon, eh bien on pourra conclure que les restes osseux et les tissus mous, qui n'ont pas, je précise bien, les tissus mous ont été retrouvés dans un bocal dans les environs. Les tissus mous, pour le commun des mortels, on essaie de monnayer de manière très concrète, c'est les parties du corps, la peau, éventuellement voilà. la chair. Les tissus mous voilà. mais qu'on a retrouvés, les os en fait. Voilà. Oui, les tissus mous qu'on a retrouvés dans un bocal, il y avait le cœur, la langue, le sexe, des organes, voilà. Des organes d'une personne humaine conservés dans un bocal. Ces tissus mous ont permis quand même d'aboutir à des conclusions assez satisfaisantes, en tout cas en ce qui concerne le lien avec la famille Dahinvon. Pour les tissus osseux, je ne suis pas technicienne de la biologie moléculaire, donc on poursuit les débats pour nous accorder sur la compréhension formelle qu'il faut avoir des conclusions de l'expert. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas encore tous les éléments. Est-ce que pour vous, disons tout, vous qui faites partie de la défense de la partie civile, si la certitude ne finit pas par établir au bout de cette contre-expertise, est-ce que vous éprouveriez le besoin, parce que c'est une affaire grave, à relance politique, parce que, on le rappelle, ce sont des faits aussi, des acteurs de la sécurité de l'ancien président de la République ont été cités, sont même venus intervenir à la barre, ont eu des déclarations contradictoires depuis les enquêtes préliminaires et jusqu'à la barre. Exactement, pour ne pas le désigner précisément. Et donc, est-ce que vous éprouveriez le besoin de demander à la Cour de poursuivre les expertises jusqu'au bout pour la manifestation de la vérité? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Après, je vais interroger le regard du sociologue sur ce que tout cela dit de la marche de notre société. Alors, peut-être qu'il s'agit d'une simple question d'interprétation. Vous voyez, quand je parle parfois en un langage hermétique, vous me demandez de le diluer un peu. Exactement. Voilà. Peut-être que ce qui crée encore l'ambiguïté en ce qui concerne ces tissus osseux, c'est juste qu'un autre expert vienne avec un langage totalement dilué et accessible à notre intelligence nous dire, quand on a déjà ça, c'est équivalent à. Et puis le débat est terminé. Mais pour le moment, on n'a pas tranché ce débat. Donc, en fait, il ne faut pas perdre de vue. Lorsque les rideaux vont tomber sur ce procès, la famille Dahinvon, si on conclut au fait que les tissus mous et les tissus osseux sont les restes de Dahinvon, ils vont certainement et probablement les récupérer pour aller jusqu'au bout de leur deuil. Aller jusqu'au bout de leur deuil. Donc, ils ont besoin de savoir et d'être complet, que tout doute soit levé de leur esprit sur cet aspect. Et puisque le président nous a promis qu'il vérifiera dans chaque petit coin, chaque petit détail, jusqu'à ce que nous soyons totalement confortables, eh bien, je n'ai pas de raison de croire que le travail de l'expert est un travail de complaisance. Je n'ai aucune raison de le penser. Il y a peut-être des terminologies qui ne me permettent pas avec... vous voyez, je n'ai pas eu autant de réserves en ce qui concerne les tissus mous. Donc, lorsque d'autres experts vont passer par là et vont nous dire, en fait, l'expert, ce qu'il dit, comprenez-le également dans ce sens, pourquoi pas. Maintenant, si les parents ont toujours des réserves ou s'il y a encore des éléments de doute, je ne peux pas ici et maintenant préjuger de ce qu'ils vont faire ou de ce qu'ils vont décider de faire. On va interroger Chéri, le regard du sociologue sur justement l'impact d'un procès, disons-le au cours long, 15 ans déjà, qu'il a été ouvert, que cette affaire est intervenue au Bénin, une affaire partie
Banalement, et Dieu sait qu'une disparition n'est pas banale, mais au départ, tenu pour faire divers, simple, mais au fur et à mesure des audiences, avec des citations, comme je l'ai indiqué, de serviteurs de l'État au niveau de la sécurité, voilà. Pardon. Vous voulez faire une petite intervention, maître, avant que je passe la parole au sociologue? Oui. Oui. Alors, j'ai ressenti le besoin de faire cette clarification. Parce que vous avez utilisé une expression tout à l'heure qui appelle aussi, qui appelle quelques précisions. Vous parlez tantôt de disparition, tantôt d'autres choses. En droit, les notions ne recouvrent pas exactement les mêmes contenus. Les juristes ont cette fâcheuse habitude de mettre les choses dans les catégories. Et c'est tout à fait normal. Alors, la disparition et l'absence, je ferai une première catégorie. Et ensuite, il y aura une deuxième catégorie, les homicides. Lorsque on parle de disparition ou d'absence, que j'ai rangé dans la première catégorie, l'absent, c'est celui qui ne s'est pas présenté à son lieu habituel de domicile ou de résidence sur plusieurs jours. C'est ça. Voire des semaines, des mois, des années. Il s'est volatilisé dans la nature, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. On ne sait pas s'il vit, on ne sait pas s'il est mort. Mais une chose est certaine, il n'est pas réapparu à son lieu connu pour être son domicile. Après un certain délai, on va saisir un juge qui va prononcer d'abord une décision de présomption d'absence. Après un autre délai, on va prononcer une décision, on va faire une déclaration qui est toujours une décision judiciaire, une déclaration d'absence. Et puis, si 10 ans après, il ne réapparaît pas, on fera maintenant une décision judiciaire, une déclaration judiciaire du décès. C'est quoi la différence entre l'absent et le disparu? Le disparu, un peu comme l'absent, c'est quelqu'un qui n'est pas réapparu. Mais on sait au moins que les circonstances à partir desquelles il n'a pas pu revenir à son lieu de domicile, à son lieu connu pour être son domicile ou sa résidence, les circonstances sont telles que sa vie devient incertaine. Quelqu'un qui est monté à bord d'un avion qui a fait un crash au milieu de l'océan. On a fait de longues recherches, on n'a pas retrouvé ses restes. La probabilité que cette personne ait survécu semble très faible. Ou un incendie. On a recherché dans les cendres des restes humains, on n'est pas parvenu à l'identifier. Mais on se dit, ben, pour une personne humaine, survivre à ça, dans ces conditions, c'est incertain. Donc, l'absent, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est volatilisé dans la nature. Le disparu, les circonstances sont telles que on se dit qu'il n'a pas survécu à l'incident. Et quand je viens dans la catégorie des homicides maintenant, nous avons les homicides volontaires et les homicides involontaires. 2 personnes, plusieurs personnes autour d'une table, l'alcool coule à flot, un mot mal placé, une personne qui se sent piquée au vif, une altercation, le ton monte, quelqu'un saisit un objet, assomme l'autre d'un coup tellement violent qu'il s'effondre et il meurt. Il n'avait pas eu l'occasion de s'imaginer, il n'avait pas planifié cela. De mettre à mort son vis-à-vis et accidentellement c'est arrivé. Son coup est volontaire, mais c'est un meurtre parce que dans les homicides, il y a l'action d'une personne qui ôte la vie à l'autre. Dans un accident de circulation, on n'avait pas prévu se rencontrer, mais concours de circonstances, collision, une personne meurt. Par le fait d'un homme, une autre personne a perdu la vie. Homicide involontaire. Les assassinats maintenant, altercation, l'une des personnes s'est sentie rabaissée, humiliée, il n'a pas digéré, il a passé le temps à broyer du noir, et il décide maintenant d'en découdre avec son vis-à-vis. Il se met à planifier comment lui ôter la vie.
Donc, il y a eu l'intention, voilà, il y a l'intention, de nuire. il y a eu une préparation C'est ça. à cela. Donc, quand il y a de l'intention qui précède un acte mortifère, on parle d'assassinat. Très bien, on l'a compris. On va, pour avancer, parce qu'il faut qu'on revienne à notre affaire, Beaucoup de clarifications à faire par des moments de Olga pédagogie sur certains thèmes. Merci, heureusement que vous êtes là à la bonne heure. Alors, le sujet, c'est quelle est la qualification qui est retenue dans l'affaire qui nous concerne? Kidnapping, disparition, assassinat, voilà. Absence, on a même du mal à le dire. C'est pratique. Oui, c'est vrai qu'au bout du jugement, il sera établi un chef d'accusation avec une qualification précise, mais pour le moment, quelle est la qualification qui permet de présenter l'affaire aux assises? Alors, lorsque l'autorité de poursuite, qui est le procureur, renvoie des personnes devant une formation de jugement, c'est que la justice considère très forte la probabilité que par le fait d'une autre personne, on a ôté la vie à celui dont on a les restes. Mais est-ce que c'est un assassinat? Est-ce que c'est un meurtre? C'est à l'issue du procès qu'on le sera fixé. Allez, Monsieur Didas Tossou, au-delà de ce qu'on évoque, Urbain Pierre Dainvo, c'est un père de famille, il a des proches, il travaille dans une administration. 15 ans, qu'on se pose toujours la question, qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, comment vous appréhendez ce sujet? Merci beaucoup. Bonjour tout le plateau, bonjour tous les Béninois et toutes les Béninoises. Je crois que Maître est en train de déjà prendre un peu le pas dans ce que vous voudrez dire. Même si on fait 50 ans après, on va encore revenir sur ce dossier si ce n'est pas élucidé. Les enfants de Dainvo, les parents de Dainvo, la famille Dainvo en général, et même la société, si on ne nous dit pas véritablement comment est-ce que Dainvo a disparu, ou je ne sais quel mot il faut utiliser, ce qui s'est passé, ils seront toujours dans une hantise totale et permanente. On ne disparaît pas comme ça. Quel est le type de mort qu'on va attribuer à Dainvo pour pouvoir faire des cérémonies convenables? Si aujourd'hui, on ne dit pas qu'il est assassiné, on ne sait pas quelle cérémonie faire. S'il est mort par noyade, il y a des cérémonies qu'on fait pour ça. S'il est mort par incendie, même si c'est pas crash, on saura. Mais aujourd'hui, rien ne prouve, rien ne dit véritablement comment est-ce qu'il est parti, où il est parti, qu'est-ce qui s'est passé jusque-là. Quand on est dans le nébuleux comme ça, la société reste et demeure dans une hantise totale et il est difficile de le leur enlever tant qu'on ne va pas vraiment éclairer l'opinion. On fait vraiment des commentaires autour, mais cela n'enlève pas à la famille l'idée que notre frère, notre parent est encore vivant. Il faut prouver partout que Dainvo n'est plus vivant et que voilà son corps. Comment par exemple, tel qu'on est en train de le dire, qu'on dise qu'aujourd'hui on trouve une partie du reste du corps de Dainvo à tel lieu, l'autre à tel lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas quand même, on n'est pas à la charcuterie pour qu'on prenne une partie de son corps et envoie à tel lieu. On dit qu'on a résumé tel si. Non, jusque-là, personne n'a encore compris véritablement que c'est le corps de Dainvo. C'est de ça qu'on parle. Non, pour eux, Dainvo a été caché. Et la famille de justice, de lumière, de vérité sur cette affaire, est-ce que vous pensez qu'il devient davantage crucial lorsque, dans l'affaire, il est cité des fonctionnaires qui sont liés au sommet de l'État? Est-ce que cela rend davantage important, crucial de faire la lumière pour la réputation de notre État? Et ça fait peur. Vous êtes fonctionnaire, commençons même par le bas. Vous êtes fonctionnaire, vous êtes ensemble dans un bureau, bien dans une administration. Et on dit que votre collègue a disparu, mais on ne l'a plus vu. Vous l'avez vu le matin, vous avez travaillé. Vous avez peut-être fait une séance dans la journée. On ne vous a pas dit qu'il a connu un accident ou il a un problème. Et à un moment donné, on ne le voit plus et on commence à citer des noms. D'abord, moi-même, sans aller dans sa famille, ceux qui sont ses proches, collègues, vont commencer à se poser des questions. Si Dainvo est parti, est-ce que mon tour ne viendra pas un jour? Il serait tout le temps sur le qui-vive. Si c'est quelqu'un qui travaille, par exemple, au-delà de l'heure prévue par l'administration, il peut de temps en temps dire non, moi, dès qu'ils sonne l'heure, moi je vais partir, sinon on ne finira pas aussi m'enlever, on ne finira pas aussi me faire de ce qu'on a fait à Dainvo, on va me le faire. Et il va propager
cette intention-là dans la tête de ses collègues pour dire, moi j'étais à côté de lui, ça s'est passé, je ne vais plus accepter. Et il va formater aussi le logiciel mental des gens comme ça, et chaque fois qu'on va quelque part, on va dire, ah, vous savez ce qu'on fait ici, ah, si tu ne sors pas vite, voilà. Et des commentaires autour que personne ne pourra véritablement arrêter. Quel que soit ce qu'on va dire. C'est générateur de psychose. Voilà. Voilà. Si aujourd'hui vous dites que les médias, il faut les cadrer, je suis d'accord. Mais ce n'est pas seulement les médias. On fait parler les médias. La société fait parler aussi les médias pour dire, faites sortir cette situation pour que nous puissions comprendre et nous positionner socialement. Alors, cher sociologue, vous avez parlé de société des citoyens qui font parler les médias, qui interviennent aussi dans les médias pour exprimer leurs besoins de justice. Vous allez intervenir, je l'ai indiqué, dans une dizaine de minutes dans le courant de cette émission à travers le numéro 01, notez-le, 01 69 59 31 72. Je le rappelle, 01 69 59 31 72 pour partager avec nous, vous attendre par rapport à ce procès, vous prononcer également sur la pertinence de la relance de ce procès. Mais on a approché quelques-uns, cher Eric. Absolument, nous avons approché quelques citoyens qui se sont prononcés sur ce dossier. Ce n'est pas la première fois que des citoyens se livrent à cet exercice. Nous allons faire un tour à la régie pour suivre. Une affaire très sensible. Vous savez que quand une affaire touche directement le sommet de l'État, il faut être assez prudent dans l'appréciation des faits. Je reste quand même mitigé. J'attends la décision finale pour en savoir plus. On espère qu'il y aura de vrais aveux, on espère qu'il y aura des informations justes, exemple de toute pression, pour permettre vraiment d'élucider cet assassinat-là. En tout cas, c'est bien que cette affaire soit revenue pour être clôturée. Mais on espère que ce soit vraiment dans de bonnes conditions et que tout le monde parle pour vraiment faire ressortir la vérité. C'est ça qui nous importe le plus. En fait, ça fait depuis 2010. Aujourd'hui, nous remercions beaucoup le gouvernement en place. C'est vraiment impressionnant. En fait, dans Yvon, c'est un peu triste. Pour moi, c'est de faire tout possible et comprendre ce qui est à la base et savoir quoi faire. Aujourd'hui, moi, je suis fier que l'affaire de Dainvo, qui date depuis 15 ans, revient encore au tapis. Pourquoi je suis fier? Parce que le gars qui était accusé, qui est le coupable de l'affaire Dainvo Alofa, là, si on ne lui a pas jugé, quand est-ce qu'il va sortir? Donc on doit le juger et il doit connaître son sort. Si c'est 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, il doit connaître que, bon, j'ai déjà fait 15 ans et ça me reste 5 ans. Aujourd'hui, nous sommes curieux, pour ne pas dire nous sommes assoiffés de justice en fait. On veut comprendre ce qui s'est passé. Lorsqu'on entend certains propos, on est estomaqué, on est surpris en fait. On se demande dans quelle république on était. Aujourd'hui, la justice, elle a décidé de faire sortir toute la lumière. Et ça tombe bien puisque le président, il a vu qu'il fallait plus de jours pour que la justice, la vérité pardon, puisse se manifester. On est impatient de connaître les aboutissements, les conclusions de ce procès-là. Il faut vraiment que nous puissions comprendre une fois pour de bon ce qui s'est passé, afin que la famille de M. Dainvo puisse avoir justice, afin que l'âme, bien sûr, de M. Dainvo puisse finalement reposer en paix. Par rapport au rebondissement, nous voyons que voilà, bon, ce qu'on nous avait présenté, bon, ce n'était pas ce que nous avons su maintenant. Parce qu'il y a des contradictions un peu partout. Et c'est flou, on ne peut pas vraiment savoir ce qui va se passer après le procès. Maintenant, moi, je voudrais que si les autorités peuvent encore poursuivre les enquêtes de plus pour savoir qui dit la vérité ou pas. S'il y a une affaire en attente, on peut venir dans 40 ans et autres là, et ça, il n'y a pas de souci parce que une fois que le procès n'a pas eu lieu, on n'a pas fait la condamnation de quelqu'un, on peut revenir ça à tout moment. Parce que le crime qui a été commis, donc c'est imprescriptible, disons, ça peut venir à tout moment. Donc c'est ça qui fait que 15 ans après maintenant, on est en train de retrouver autre chose que ce qu'on nous avait présenté. Je suis venu ici pour lire les journaux et suivre l'évolution des événements. Je crois que le procès est en cours et la justice fera son travail. Par rapport à tout ce que j'ai vu, tout de suite j'ai lu, je ne peux pas encore me prononcer. Il y a vraiment de contradictions dans les déclarations et on attend toujours l'évolution des choses.
ils n'ont qu'à mettre fin à ça. Parce que j'ai appris qu'ils ont fait une prorogation jusqu'aujourd'hui. Non, on n'a qu'à clarifier la situation et clôturer ce débat-là. C'est mieux. Parce que même s'ils ont fait n'importe quoi, il ne reviendra plus. Donc, ce dossier-là, il faut clôturer. Retour sur le plateau de cette émission spéciale. Entre-temps, Stanislas Linkmont nous a rejoint, chroniqueur web. Merci d'être là. Monsieur Udos Soglo, vous êtes contrôleur général de police. Selon vous, est-ce que cette affaire soulève des questions sur la sécurité publique de notre nation? Absolument. Je voudrais dire que lorsqu'il y a crime ou délit, il y a des structures compétentes pour s'en occuper. S'agissant de l'affaire Dainvo,
Je ne sais pas, et la popularité de l'opposition, point d'interrogation. Monsieur Georges, merci beaucoup. Merci infiniment. On a bien entendu votre question sur le timing de la relance et non de la réouverture du dossier tel que l'a indiqué Maître Olga Anassili sur ce plateau. On va inviter le contrôleur général à répondre rapidement à cette remarque ou cette interrogation du citoyen qui demande pourquoi maintenant. C'est vrai que Maître avait déjà articulé des explications sur la nécessité d'approfondir les enquêtes. Est-ce que vous avez une explication à donner, lui donner je crois que j'avais un dernier point à aborder absolument. Qui concerne ce volet-là. J'entends crépiter, je ne sais pas si la régie me le confirme, je ne vous arrête pas, j'entends crépiter parce qu'on a tout le temps de débattre et d'intervenir. Donc on va entendre le prochain citoyen qui piaffe au téléphone. Merci de vous présenter et surtout, pardon, d'éviter des insultes, des attaques, des condamnations. Merci d'y aller. Merci. Chers citoyens ou citoyennes, bonjour. Merci de participer à cette émission. Vous êtes en ligne, on vous entend. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Chers citoyens. Oui, moi c'est Karim Montalo, j'appelle de Parafou. Très bien. Oui, aujourd'hui, j'aimerais poser quelques questions à nos juristes qui sont avec vous. Et demander pourquoi chaque fois nous avons des coïncidences des dates des procès. Parce que lorsque nous prenons ici ces services passés, c'est à la veille des élections qu'ils ont rentrer ça. Cette partie dossier d'Evo, c'est encore à la veille des élections, ils ont relancé ça. Alors qu'eux-mêmes, ils savent que la population béninoise est sensationnelle. Lorsqu'il y a élection, et il y a des projets comme ça, les gens prennent l'intention de dire que c'est sabotage à tel parti. Et ça joue complètement sur peut-être le pouvoir en place ou bien même l'opposition. Est-ce qu'on ne va pas revoir notre manière d'ouvrir ou bien réouvrir certains dossiers pour ne pas au moins effrayer ou bien faire embrouiller la population à la base? C'est ce que j'ai à vous demander. Et merci pour l'émission que vous êtes en train d'organiser parce qu'on attendait ça pour que nous puissions réagir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça fait deux questions qui se ressemblent. Monsieur Soglo, vous étiez en train de finir votre explication. Alors, dans la gestion de ce dossier, de l'enquête préliminaire, le Code de procédure pénale a prévu nommément les acteurs qui doivent intervenir. Les APJ, les ASPJ et les OPJ. Merci enfin de nous faire comprendre, pour nous qui ne maîtrisons pas les cycles des différents acteurs judiciaires. APJ, ASPJ, c'est les agents de police judiciaire, c'est les OPJ. Les officiers de police judiciaire. Et les agents supérieurs de police judiciaire, les aussi. ASPJ. Très bien. Mais de ce qui est apparu lorsqu'il y a eu la création de la commission d'enquête judiciaire, mais il y a eu de présence de structures non prévues par le Code de procédure pénale. Lorsque je prends par exemple la DSLD, qui est une structure de renseignement, cette structure peut être requise selon le Code de procédure pénale pour concourir, mais pas intervenir directement. Dans l'opérationnel, non. Et cela pourrait créer des problèmes dans la gestion du dossier. C'est-à-dire qu'il y a une immixtion de personnes, disons, endogènes, qui n'ont pas le droit... De personnes plutôt exogènes. Exogènes, voilà. qui n'ont pas le droit de participer à l'enquête. Où se trouve alors, comment gérer le secret de l'enquête? Pour finir, je dirais, on a créé une commission d'enquête judiciaire. Vous savez, l'expérience a prouvé que quand un dossier doit être noyé, on crée des commissions pour que jamais cela n'aboutisse avec des acteurs qui ne sont pas qualifiés. Ensuite, ceux-là, les membres, ils sont partis. Est-ce qu'il y a eu conservation des procédures? Je n'en sais rien. Alors que la direction de la police judiciaire aurait pu avoir les archives de cette enquête. Toutes les pièces à conviction éventuellement. Pouvez-vous croire, messieurs les journalistes, que la gestion de ce dossier, la direction générale de la police nationale, elle n'a pas suivi.
je crois que déjà, au niveau de l'enquête, il y a des couacs. Est-ce que selon vous, cela sous-entend quelque chose? Ben, on est en droit de se poser des questions puisqu'il y a tellement de communication et on n'a pas laissé les acteurs, ceux qui sont nommément reconnus par le Code de procédure pénale, travailler de façon... Qu'on l'a fait pour cacher quelque chose, on l'a fait pour torpiller la procédure, pour cacher la vérité? Bon, c'est peut-être à dessein que c'est fait, puisque je venais de vous dire que la structure qui est compétente, outillée, n'a été écartée. Monsieur Didas, sur les deux questions, on va permettre à Monsieur Didas de répondre à nos citoyens. La relance de ce procès, on a estimé que c'était la veille des élections. Et pourquoi Cher Eric, j'implore votre indulgence pour permettre à notre compatriote, voilà, le citoyen d'intervenir. Merci, bonjour, bienvenue à cette émission. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour, messieurs Osias Sonouvou et Eric Guédinon. Bonjour, bonjour à toutes les personnes présentes sur le plateau. Je suis Herman Metton. Herman Metton, oui. Oui. Allez-y, s'il vous plaît. Ok. Merci beaucoup. Je pense qu'il est important de faire la lumière sur cette affaire qui préoccupe le peuple béninois au plus haut niveau. Vous savez, il y a deux affaires qui préoccupent vraiment le peuple béninois. Il a l'affaire ICC Service qu'on a commencé, fini en 2019. Seulement que les décisions ne sont pas encore appliquées. Ce n'est pas le débat du jour. Il y a l'affaire qui est en cours, celle de Pierre Urbain Taïvo. Moi, je pense que la justice doit aller au bout. Et connaissant le procureur et le juge qui statuent sur cette affaire, c'est des connaisseurs du droit. Mais je voudrais que nous, population, on doit qu'on évite quelque chose. Moi, je ne vais pas parler d'intoxication, mais chaque fois quand il y a une affaire et que ça concerne un peu le régime de fin, on pense que non, de faire... Moi, je ne suis pas dans cette vision. Je le dis parce que lorsqu'on abordait le dossier ICC Service à la criette dans ce pays, les gens m'ont dit, Herman, oh, cette affaire-là, et on est au vide telle personne, c'est pour voir telle personne. Moi, j'ai l'habitude de leur dire, je ne m'inscris pas dans cette logique. Il y a un dossier, une affaire en cours, on va la vider un point tiré. Donc, tôt ou tard, on va aborder cette préoccupation. Alors, souffrons qu'on l'aborde et que la famille soit située. Ce que moi, je voudrais dire pour rapprocher. Malheureusement, le juge et le procureur ne sont pas sur le plateau pour nous répondre. Lorsqu'il y aura encore d'autres implications, d'autres interpellations, est-ce que le tribunal est prêt à prendre tout le temps possible pour vider cette affaire en même temps, bien il arrivera un moment où on dit, comme les fois précédentes, on va suspendre et rendez-vous encore dans 2 ans ou dans 3 ans. Est-ce qu'on peut avoir cette assurance? Est-ce que maître Olga Nassile, voyant tout ce qui se passe au tribunal par rapport à ce dossier, peut nous dire, non, cette fois-ci, nous tenons le bon bout et nous allons en finir par tout de bon. C'était Herman Metton, je vous souhaite un excellent dimanche. Merci à vous, monsieur Herman Metton. Allez-y. Merci beaucoup. Didas Tossou. Je crois que tel que la population prend ou tel que, je vais dire en griffe, les politiciens prennent, on devrait prendre comme ça. Est-ce que la mort nous dit le jour, il doit pouvoir prendre un des nôtres? Est-ce qu'on nous a dit un jour que c'est tel jour que Dainvo va disparaître? On n'a jamais dit ça. De la même manière, si peut-être c'est les familles qui tout le temps ne dorment pas, même si on n'ouvre pas ou on ne rouvre pas le procès, ils vont tout le temps ronchonner et dire il faut qu'on trouve notre parent. Même, je dis bien, même si on ne va pas au tribunal, vous allez toujours entendre quelque part qu'on a tué Dainvo, non, on a fait disparaître Dainvo, non, on a caché Dainvo. On va toujours le dire. Donc, ça n'entrave pas les élections que je sache. Non, la preuve. Est-ce que ce qu'on est en train de faire va agir sur les tests des élections? Non, il n'y a rien à voir avec les tests des élections. C'est un être humain qui est parti. Et si on laisse comme ça, c'est comme ça les autres aussi vont partir. Il ne faut pas faire souvent ce lien pour dire, parce que nous sommes à la veille des élections. Je m'excuse, je ne fais pas de la politique, mais si on est en train d'élucider ce dossier,
Est-ce que, même si c'est l'ancien président, ou ce n'est pas lui, si c'est que ce n'est pas lui, il va se présenter. La famille veut qu'on lui dise là où se trouve Dainvo. Si Dainvo est mort, maintenant, ils sauront quoi faire, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre. Et par qui, par quoi? Oui, donc ce n'est pas dit, on va faire ceci pour empêcher quelqu'un d'aller aux élections, on va faire ceci. Non, je ne crois pas trop que nous soyons forcément dans ce sens. Mais nous sommes dans un sens où il faut quand même arriver à sécuriser de façon sincère la famille Dainvo. Tel que ça se passe, vous avez posé la question au contrôleur, même la famille est en danger. La famille de Dainvo, c'est-à-dire ceux qui sont encore là, sont en danger parce qu'ils vont dire, est-ce qu'on ne va pas venir encore nous encercler, non? Est-ce qu'on ne va pas venir nous faire ci, nous faire ça? Parce qu'ils sont en train de revendiquer, est-ce qu'on ne va pas nous créer des ennuis? Donc il vaut mieux qu'on arrive à apaiser cette famille par la clarté du dossier. Cher Maître Olga Anassidi, il y a M. Eman. Oui, absolument. C'est très certain, on doit faire réagir Maître Olga, qui est aussi partie civile, actrice du droit judiciaire. Mais, pardon de recevoir encore un téléspectateur ou une téléspectatrice qui est en ligne. Bonjour, merci de participer à cette émission, merci de vous présenter et d'y aller. Oui, bonjour, c'est M. Atido Firmin, je vous appelle de Niki. Bienvenue à vous, M. Firmin, depuis Niki. Merci, je salue tout le plateau pour ne pas prendre beaucoup de temps à citer les noms. Absolument, allez-y. Je suis très ravi de ce qui se passe. Je crois qu'il est très, très important pour l'intérêt de la famille de Dainvo de faire la lumière sur cette affaire et de réduire le stress que la famille a connu jusque-là. Puisque depuis 2015, les enfants se diront certainement, tel que l'a dit le sociologue tout à l'heure, notre papa est peut-être quelque part. Peut-être qu'il est caché quelque part. Et là, ça fait un problème psychologique à gérer pendant 15 ans. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que la justice puisse faire la lumière sur cette affaire et que dès la semaine prochaine, que cette affaire soit close, que les parents soient situés sur leur sort par rapport à cet événement et pour que la famille soit vraiment soulagée. Donc, je voudrais que le juge ou bien l'avocate qui est là puisse vraiment répondre à la question qui a été posée tout à l'heure. Est-ce que la semaine prochaine, on va encore rabattre ce dossier et mettre ça à signer bien encore? Merci à vous, M. Firmin. Merci à tout moment. Merci à vous. Totale question. Absolument, justement. Mais Eric, qui rejoint la question du timing, en fait, du temps de la justice. Plusieurs citoyens sont revenus sur la question. Pourquoi pas plus tôt? Vous aviez donné des explications par rapport à la nécessité d'approfondir l'enquête. Merci de réarticuler. Peut-être que certains citoyens nous ont rejoints au cours de l'émission et n'avaient pas eu ces explications. Mais surtout, qu'est-ce qui nous dit que cette fois-ci, on ira jusqu'au bout? Merci, M. Sounouvou. Merci, M. Guédenon. Eric Guédenon. M. Guédenon. Alors, qu'est-ce qui nous dit que cette fois-ci encore, il n'y aura pas un renvoi? C'est déjà la volonté. C'est déjà la volonté affichée du président qui a dit « Je ferai toutes les vérifications nécessaires pour que le dossier prenne le temps qu'il faudra pour qu'on arrive à une décision ». Donc, je n'ai pas de raison de douter que la formation qui prend le dossier actuellement veut conduire le procès jusqu'au bout. Au-delà de la nature criminelle, qu'est-ce qui rend impératif ce souci? Au-delà, c'est déjà un principe. Au-delà de ce souci, le Code de procédure pénale du Bénin prévoit que lorsque les personnes sont dans le couloir en attente de recevoir un jugement, si l'affaire est de nature criminelle, le délai le plus long, c'est normalement 5 ans. Quand vous êtes éclaboussé, enfin mis en cause dans une situation qui reçoit ou qui tombe dans la catégorie des crimes, l'instruction et toute l'étape préparatoire pour qu'on vous présente devant un juge de jugement, c'est 5 ans. Nous le disons depuis le début de ce plateau, ça fait 15 ans. 15 ans, ouais. Ça fait 3 fois le délai. Donc je crois que le délai. Voilà. Je crois que c'est une raison supplémentaire, c'est une raison qui rend davantage impératif que le procès puisse aller jusqu'au bout et que les deux personnes qui sont
présentés devant le juge soient fixés sur le sol. La nature criminelle de ce procès, et surtout, comme je l'indique, ce sont les faits, ce qui est présenté dans le dossier par rapport aux désignations de personnes éventuellement ayant agi de leur statut, je vais dire, je le rappelle, ce sont des faits, du cœur de l'instance dirigeante de l'État au niveau sécuritaire. Est-ce que cela ne donne pas aussi un caractère impératif pour faire la lumière? Et que justement, ceux qui, peut-être injustement ou pas, ont vu leur honneur blessé, et ont reçu des outrages sur ce plan, puissent aussi, au bout du procès, soit voir leur honneur lavé ou que la lumière définitive soit faite. Alors, je ne suis pas très sûre d'avoir très bien saisi le sens de votre question. Est-ce que la dimension politique, soyons clairs, comme je l'ai indiqué, puis des acteurs ont été cités, sont venus déposer la barre et qui, soit sont chefs de sécurité, ancien chef de la sécurité présidentielle ou membre de cette sécurité présidentielle, est-ce que cela n'est pas une exigence supplémentaire, justement, pour que, effectivement, on prenne le temps déjà, pour que toute la lumière soit faite, d'où la durée, et que, de manière impérative, on aille jusqu'au bout? Alors, comprenons-nous bien. L'épilogue de ce procès va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on fait de Amoussou et de Alofa. Ils sont les deux personnes actuellement renvoyées devant la juridiction de jugement. Les personnes auxquelles vous pensez, notamment le chef de la sécurité personnelle du chef de l'État d'alors, n'est pas poursuivi dans le cadre de ce procès. Les déclarations l'ont mis en cause. La formation de jugement l'a fait venir pour l'entendre sur des choses qui ont été dites et des choses qui lui ont été imputées. Il est venu pour donner sa part de vérité, sa version des faits. Les autorités de ce pays l'entendent autant que vous, autant que moi. S'il y a des décisions à prendre, il appartient à aux organes chargés de faire ce que de droit, de décider ce qu'il y a lieu de faire. Mais ça ne sera pas dans le cadre de ce procès qui a renvoyé Alofa et Amoussou devant le juge de jugement. Donc c'est pour répondre déjà aux téléspectateurs qui pensent que dans le cadre de cette procédure, il peut y avoir de nouvelles arrestations. Non, on ne peut pas arrêter quelqu'un aujourd'hui. Je ne dis pas que la probabilité est zéro, mais on ne peut pas arrêter quelqu'un aujourd'hui parce qu'on lui attribue des déclarations ou des faits et le renvoyer devant la formation de jugement qui connaît de ce dossier maintenant. Si on prend quelqu'un, retour case départ, enquête de police, juge d'instruction, avant qu'il ne soit renvoyé devant la formation de jugement, c'est une exigence de notre code de procédure. C'est d'autant plus. Je vais interroger tout à l'heure le contrôleur général à la retraite sur des anomalies potentielles ou éventuelles de procédure. Je vais les rappeler sur pièce. Mais pour le moment, ceux qui sont à la barre, c'est des gens qui sont considérés comme auteurs ou supposés, d'accord, accusés, mais les commanditaires, nenni. Pour le moment, on n'en sait rien. Pour le moment. On va prendre encore un téléspectateur. J'ai entendu crépiter la sonnerie. Bonjour, bienvenue à cette émission. Alors, pour le moment que le téléspectateur réussisse à activer son appel à nouveau, on va aussi suivre les citoyens, avoir l'atmosphère de commentaires autour des attentes autour de ce procès tel que ça se déroule, ça se développe sur les réseaux sociaux. Bonjour aux Cher Lincoln. Bonjour à tous. Oui, l'affaire d'Anivor préoccupe les internautes. Ça fait débat sur la toile. Les avis divergent. J'ai sélectionné quelques avis pour vous. Rendons-nous justement sur notre page Facebook où juste écrit ceci. Ce qui est sûr, cette affaire sera encore classée, dit-il. Pourquoi attendre tout ce temps, s'interroge-t-il avant de poursuivre. Bref, nous sommes aussi impatients de la suite. Mervy pense que ça n'aura pas de fin. Ça sera comme pour le procès de ICC Service. Guillaume Fernand réagit en prônant la paix. La paix, rien que la paix, écrit-il. On cherche quoi en fouillant dans une tombe, ironise-t-il. En questionnant à cette question, Albert Miledo semble avoir une réponse. Le peuple béninois veut la vérité, assure-t-il. Il poursuit, la famille veut savoir ce qui s'est passé avec leur fils. Le peuple béninois cherche les raisons pour lesquelles son citoyen a été abattu froidement. Nous voulons connaître le secret qu'il détenait
et qui lui a coûté la vie, fait savoir Albert Milido avant d'interroger qui sont les assassins. Nous avons besoin de la manifestation de la vérité, insiste-t-il. Marius Kakpo s'exclame que l'âme de Dainvo puisse enfin reposer en paix. Il faut que justice soit rendue, que toute la lumière soit faite, que ceux qui doivent être écoutés pour la vérité émergent le soir. Trésor le précieux reste convaincu que la lumière sera faite sur cette affaire. Rien ne doit entraver la manifestation de la vérité selon lui. Après tant d'années, les prévenus doivent être fixés sur leur sort. M. Moundete avait marché dans ce pays avec d'autres acteurs politiques pour réclamer la vérité dans cette affaire. Il devrait s'estimer heureux aujourd'hui de voir enfin ce procès se dérouler, dit-il. Justice pour Dainvo, s'exclame Trésor le précieux. Des pauvres gens ont passé plus de 14 ans de leur vie en prison. Rendez leur justice afin qu'ils retournent ou non dans leur famille. Roméo Aïsségui estime que c'est une épine dorsale. Mettons-nous à la place des enfants de la victime. Le simple fait que cela crépite politiquement est un traumatisme tant que la vérité ne se manifeste. L'élan solidaire autour de ce dossier est une forme de consolation pour ceux qui sont directement affectés par la disparition mystérieuse de Dainvo. Et c'est important que la justice rassure davantage chaque citoyen que sa vie est précieuse pour la nation béninoise en faisant la lumière totale sur cette affaire. Que cela prenne le temps nécessaire pourvu qu'aucune possibilité ne soit négligée en vue de la manifestation de la vérité, que Dieu le juste juge agisse pour la gloire de son nom et le salut des âmes, conclut-il. Merci à vous, Stanislas Limpon, chroniqueur du web, pour ce résumé des commentaires sur les réseaux sociaux. On va retrouver M. Soglo, justement, qui évoquait quelques dysfonctionnements. Maître, vous l'avez entendu, est-ce que cela ne constitue pas un problème dans l'exécution de ce dossier? Je n'aurais pas pu trouver des mots plus parlants, plus expressifs pour dire ce qu'il a dit. D'accord, c'est ça. Je garde mon opinion puisque je suis dans le dossier et je garde la réserve nécessaire. Dans la suite de votre développement, en évoquant les dysfonctionnements, est-ce qu'il est à craindre que derrière ce dossier, qu'il y ait des mains invisibles et qui justement aient actionné des mécanismes extra du mécanisme que vous avez évoqué pour que le dossier soit ce qu'il est aujourd'hui, complexe? Chez Eric, j'ai même un détail précis d'une anomalie à vous soumettre, mais juste le temps, on fait une escale par une intervention téléphonique et on revient à vous. Oui. Bonjour et bienvenue sur cette émission. Oui, bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Je vous appelle de l'arrondissement de communes dans le Bouffon. Merci de nous rappeler votre nom. Tansou pour Mathias. D'accord, monsieur Mathias. Très bien. Voilà. Allez-y. Je vous remercie. Moi, je voudrais tout juste remercier notre justice et le gouvernement d'avoir vouloir éclairer le peuple sur cette situation. Nous voulons seulement que la vérité que la justice nous cache la vérité et le reste, je vais terminer de dire que tu fais, c'est fait. La justice divine, nous attendons la justice divine. Que les bénédictions vous soient. Merci, monsieur Mathias. Je pense que c'est un commentaire sans préoccupation, sans question. Allez-y, monsieur Soglo. Alors, on a relevé dans les chroniques la relation des faits et des dépositions à la barre que, par exemple, le co-accusé, je rappelle son nom, M. Donatien Amoussou, eh bien, il allègue qu'il aurait été manipulé par un responsable de la sécurité, en tout cas un acteur de la sécurité présidentielle, pour aller déposer une pièce à conviction, notamment le téléphone de la victime, non pas dans un commissariat, mais auprès d'une station radio. En termes de procédure, comment cela se dessine? Je crois que vous comprenez ce que j'étais en train de relever comme dysfonctionnement, comme faiblesse notoire, que lorsque l'enquête a commencé, ces personnes devraient avoir été entendues et compte rendu fait au procureur de la République. Alors, dans la gestion de ce dossier, comme je l'ai dit,
il y a eu tellement d'immixtions. C'est connu, la presse a relayé, je ne dis rien de nouveau. Et on n'a pas laissé la vérité se faire découvrir par les acteurs. Ceux qui il ne manquait pas d'OPJ pointueux au niveau de la direction de la police judiciaire. Mais bon, il y a des structures là, notamment la brigade criminelle, je l'ai dit tantôt, et on a choisi de ne pas les associer, et ce n'est pas à moi de dire les raisons. Puisque nous sommes à l'heure de la recherche de la vérité, qui doit répondre de ces dysfonctionnements, selon vous? Non, puisque le dossier est au niveau, aujourd'hui, de la justice, et je salue cette justice, heureusement, et que les gens pensent que c'est tard ou c'est tôt, heureusement que eux au moins, ils sont en train de se battre pour que la vérité triomphe. En dépit de tout ce que je dénonce. C'est pas normal. Je suis désolé pour des collègues qui, quand même, sont intervenus dans le dossier et qui ont accepté que d'autres qui ne sont pas nécessairement reconnus par le Code de procédure les aient côtoyés. Pour quelle raison, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait des injonctions? C'est à eux de le dire, mais je parie que la justice va finir par découvrir. Et je suis heureux qu'au stade où nous sommes aujourd'hui, tel que l'a dit Maître Olga Nassili, qu'il soit dit qu'on irait jusqu'au bout. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Très bien. Ça palpite encore en ligne au téléphone chez Eric. On va prendre la langue. Merci à la régie de nous permettre de... Non, c'est bon. On continue. Bon. D'accord. Alors, M. Didas Tossou, vous entendez ces appels à la justice. Il y a une soif, on peut le dire, du peuple béninois de voir clair dans ce dossier. C'est d'accord que ce qui est arrivé à M. Danivo, chaque Béninois se retrouve dedans. Bien. Je voudrais rappeler deux de ces événements que j'ai appris. Il y a l'affaire du juge qui aurait été assassiné à Parakou. Corvi. Le juge Corvi. J'ai appris, parce qu'il était encore petit, ce qui s'est passé à un préfet à Boukoumbe. Qui a disparu. Très bien. Enfin, j'espère que ça va être le thème consacré. Voilà. Mais renseignez-vous bien dans ces familles. Ils n'ont jamais oublié. Ils n'ont jamais oublié. Vous voulez qu'on oublie Danivo comme ça, qu'on oublie la position de Danivo dans une structure comme celle-là, dans un ministère comme celui-là? Mais pas que. Il y a eu dans cette République une ministre de la République. Très bien. Ensuite, voilà. Ceux qu'on accuse aujourd'hui, bien ceux qui se retrouvent dans le dossier, on fait le lien pour voir qu'est-ce qu'ils ont à faire avec celui-là qui travaille à tel lieu et que ceux-là viennent. Ces questions trottinent dans la tête des Béninois. Qu'est-ce qui s'est passé pour que quelqu'un, je ne sais, alors Faou, je ne sais, vient chercher. Qu'est-ce qui s'est passé pour que quelqu'un quitte le ministère des Finances et qu'on retrouve son corps, je ne sais. Mais ça commence à être gênant. Il faut faire la lumière pour que tous ceux qui sont dans ce sens ne se disent pas « Ah, ça m'attend ». Si c'était un accident, vous m'excusez, qu'il soit ministre ou député ou cadre, on sait qu'il a connu un accident. Nous avions vu la dernière fois, le ministre a été, l'ex-ministre, personne, nous avions vu ce qui s'est passé. Mais on n'a pas intenté un procès parce qu'on a dit que c'est accident. On a vu des gens qui sont morts subites. Mais on n'a pas intenté des procès. Mais ceci-là, on dit qu'on n'a pas trouvé la personne. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on arrive à le dire. Et si on ne le dit pas, je m'excuse, c'est comme si nous sommes dans un État qui ne se respecte pas. L'État doit pouvoir dire, ce citoyen-là, tel qu'il s'est écrit dans la Constitution, ce citoyen est sacré. Tout individu, tout être humain est sacré pour l'État, il doit pouvoir les protéger. Les protéger, donc, c'est protéger aussi Danivo et protéger la famille de Danivo. C'est simple que ça. Donc, il faut qu'on arrive à dire véritablement que le lien même, ce qui s'est passé pour qu'on puisse trouver des restes du corps de Danivo dans le bocal de je le sais, tout ça. Et il faut qu'on arrive à élucider comment est-ce que c'est venu là pour que les gens puissent dire « Ah, il faut faire attention. Si c'est un Bokonon qui est dedans, ah bon, donc s'il faut aller chez Bokonon, voilà ce qui m'attend aussi. Ah non, si c'est je ne sais, qu'on sache qui sont ceux qui le font et qu'on prenne les dispositions, chacun prenne ses dispositions
Je donne un exemple. Quand on dit un enfant est perdu dans une école, on alerte les enseignants, on alerte les élèves, on alerte les parents d'élèves, on fait des rencontres pour dire, mais écoutez, faites ceci, venez chercher vos enfants à l'école à tel moment, venez faire ceci, venez faire ça, parce que nous avons vu ça, on ne veut plus voir ça. Les inspecteurs vont dans cette école. Et pourquoi on va constater que Dainvo est parti, on ne va pas prendre aussi les précautions pour dire, il faut arrêter ça. Merci. Merci beaucoup. Une question à vous, maître Eric, oui, avant que vous en ayez. Il y a tellement de questions sur ce procès sans vraiment chercher à aller au fond, voilà, des sujets qui sont au fond de la procédure. Cher maître, une question humaine. Vous qui défendez la partie civile, quel est leur état d'esprit et quelles sont leurs attentes aujourd'hui? Comment ils vivent ce procès, les parents de Dainvo? Alors, je vous remercie. Lorsque vous êtes conseil aux côtés d'une partie civile, comme c'est le cas dans le dossier Dainvo, il y a comme un transfert d'émotions. C'est beaucoup de douleur, c'est beaucoup de tristesse, c'est beaucoup de questions, c'est beaucoup d'interrogations. Ils ont besoin de savoir, comme le dit le psychologue. Et le sociologue. Le sociologue, pardon. Ils ont besoin de cette vérité. Qu'est-ce qui est arrivé à notre parent? Et ils attendent que la justice leur apporte les éléments de réponse. C'est pénible, c'est traumatisant. Depuis 15 ans, j'imagine, c'est un enfer, un véritable enfer. Et nous vivons ce drame-là aux côtés de la famille. Nous espérons que la justice, par les réponses qu'elle va apporter, va soulager leur douleur. Même si finalement on va se résoudre à accepter que quelque chose de dramatique, d'horrible est arrivé, on veut savoir pourquoi, comment, par qui. C'est ce que la famille Dainvo attend de ce procès. Vous qui êtes aux côtés de cette famille, qui les écoutez et qui échangez avec eux, Monsieur Dainvo, à l'époque des faits, est-ce que les responsabilités qu'il occupait auraient été, enfin, peut-être que c'est ça qui a occasionné ce que nous voyons aujourd'hui dans ce dossier? Alors, vous le savez, et nous l'avons tous entendu, c'est un fonctionnaire. Absolument. Si c'est un fonctionnaire, je suppose que ce sont ses compétences qui lui ont valu d'être au poste où il était. Ça ne peut pas être un péril sur la vie d'être compétent et d'être au poste que vous méritez d'être. Donc je veux exclure que ce soit parce qu'il était fonctionnaire, parce qu'il était compétent, parce qu'il était une personne intègre, et l'émotion s'empare de ma personne. On le constate aisément. Parce que c'est cette réputation qui revient chaque fois qu'on évoque le donc, nom Dainvo, je crois un fonctionnaire intègre du ministère de l'économie et des Finances. Peut-être la question, Eric, je ne sais pas. D'une façon ou d'une autre, on va y aller la justice franco. finira pas établir des mobiles. C'est ce qu'on attend aussi. C'est ce après quoi vous brûlez. Oui. Vous brûlez jusque-là, parce qu'on ne sait pas si c'est parce qu'il avait des dossiers sous la main, on n'en sait rien. Est-ce qu'on savait trop? On n'en sait rien. S'il en savait trop, on n'en sait rien. Voilà, autant de questions qu'on rumine et qui tourmentent la famille, qui se demande pourquoi. Pourquoi c'est arrivé à notre fils. Et cher contrôleur général, nous sommes à la fin de ces... pratiquement plus que 2 heures d'antenne directe consacrée à cette affaire Dainvo, si grave, d'autant plus grave que, disons-le, Franco, depuis le début de l'affaire, la main du politique est désignée. Et est-ce qu'il ne serait pas, justement, à l'aune et au bout, justement, des vices de procédure que vous avez énoncés au niveau des enquêtes préliminaires, des enquêtes policières, est-ce qu'il ne serait pas digne d'un État que, enfin, tous les acteurs, y compris politiques, interpellés ou impliqués ou indiqués dans cette affaire, justement pour la dignité, l'image, la notoriété de notre État, puissent aider à la manifestation de la vérité. Et surtout aussi par respect au corps que vous représentez. Je voudrais répondre par deux, disons, pour 2 raisons. La première, je vais vous faire une illustration d'un événement qui s'est produit quelque part où on vient sur la place publique où on voit les fétichistes danser, les spectateurs assister, les tam-tameurs en train de taper, et puis subitement, on voit ces fétichistes en train de partir,
en train de partir et ne reviennent plus. Je ne sais pas si vous suivez ma démonstration. On suit l'image. Et les spectateurs, surpris, ont commencé par détaler. Et il ne reste que le dernier lot, ceux qui tapent. Et ils ont pris le tam-tam et ils ont couru à toutes jambes. La question qui reste posée, à quoi nous allons nous référer si la justice, heureusement, qui s'est saisie du fond, et je les encourage, je les respecte, je salue qu'ils aillent jusqu'au bout pour qu'on ne se dise pas où est-ce qu'on ira se cacher. À quoi allons-nous référer? Deuxième chose, c'est que quand un dossier arrive dans une structure compétente, il ne faudrait pas que ceux qui ne sont pas compétents, qualifiés pour, ne s'y misent pas dedans. Tout ça aurait pu éviter aussi ce que nous vivons aujourd'hui. Et je voudrais m'en référer à ce que Madame qui est partie disait. Et le Zunato, la chronique. Oui, bon, que voilà, il y a des gens qui sont venus déposer là. Et bon, elle n'est pas allée au bout, mais j'ai compris. Et c'est ce que j'essaye de relever et de montrer que les structures compétentes demeurent compétentes parce que dans aucun pays, s'il vous plaît, il n'existe de structure en dehors de la direction de la police judiciaire. Même avec la police républicaine, elle est là. Si nous prenons le cas de la France, lorsqu'il y a un crime, c'est la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, appuyée par les RAID, et la coordination est vite faite. Pourquoi on est là aujourd'hui à tourner? Heureusement, bon, les magistrats, je crois que ma conclusion serait qu'ils fassent tout pour les populations retrouvent la confiance en leur justice. Il y a aussi un défi pour la justice en termes d'image et de crédibilité dans ce procès. Maître Olga. On finit là-dessus, s'il vous plaît. Bien sûr, il y a un défi et j'ai foi puisque le président a annoncé qu'il fera toutes les investigations, toutes les vérifications qui lui paraîtront nécessaires. Au nom de tout l'appareil judiciaire, il a affiché l'engagement. Le procès va reprendre le mercredi prochain. Selon vous, quelles sont les évolutions possibles qu'on pourrait envisager? Il n'y aura pas d'événements extraordinaires. On va continuer l'audition des personnes, des témoins, des experts, puisque c'est à travers ces éléments que le président va collecter toutes les informations dont il aura besoin pour se forger son opinion. Donc, Maître Didas Tosso, vous avez aussi un mot à dire pour finir cette émission en termes d'évolution. Moi, je crois qu'il faut que la vérité fasse jour pour qu'on pense les plaies de la famille. C'est ça. La famille est très traumatisée. Il faut penser ses plaies. Et si on arrive à penser les plaies de la famille, c'est qu'on a pensé les plaies de la société. Et ça va orienter, ça va corriger certaines tares. Chacun de nous va prendre ses responsabilités. Il va se dire, mais si je commets un forfait, tôt ou tard, ça va sortir. Il vaut mieux que je revoie ma copie, que je me remette en cause sur tout ce que je pense. On dit 15 ans, on compte de parler de quelque chose, ça veut dire que si je suis victime ou bien si je suis auteur, je saurai que désormais, quelque chose qui va se passer, on viendra me voir. Je dois pouvoir m'assagir, être responsable dans les actes que je pose. Désolé, cher Stanislas, on ne va pas demander votre avis. Continuez pas à suivre pour nous les commentaires sur les réseaux sociaux. Absolument, Rosias, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Merci aussi à tous nos téléspectateurs de la chaîne nationale, mais aussi de Canal 3 Télévision. Merci à nos invités pour ce moment d'échange et de partage. Nous aurons d'autres rendez-vous au fur et à mesure que le procès va évoluer. Absolument. On va faire la veille autour de ce procès. On aura des rendez-vous médiatiques autour, tout en restant dans les limites à ne pas franchir pour ne pas influencer le cours du procès, justement par souci d'équité, de manifestation, de sérénité de la justice. On remercie par le biais de Stanislas Lecomte tous les internautes qui aussi donnent leur avis, expriment
les attentes sur ce procès dans un pays, je l'ai rappelé en introduction, je le dis à la fin au seuil de cette émission, un pays, un État qui ne garantit pas une justice équitable, qui n'offre pas de justice à tous ses citoyens, notamment à des victimes comme l'ancien juge Korovi, comme l'ancien préfet disparu dans les confins du Nord, comme la ministre Bernadette Soudi Aboussou, comme Urbain Dainvo. C'est une république qui court la faillite morale. Le pays joue son honneur, la justice, sa crédibilité. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous pour la rediffusion de cette émission, c'est à 21h sur Bénin TV et on verra aussi sur Canal 3. Absolument. On verra aussi sur Canal 3. Merci de nous avoir suivis. Merci. Que vive la République.